Je rappelle simplement les titres de notre rencontre et France, quelle politique culturelle pour demain. Et je voulais simplement commencer par vous, Monsieur Carasso. Est-il important toujours, après on va revenir vraiment dans les détails sur ce que vous avez écrit, vous tous, délier politique et culture? Est-ce qu'il est important de lier politique et culture? Écoutez, quand on a, comme moi, travaillé pendant près de 40 ans à essayer de faire avancer les questions culturelles, au bout d'un moment, on se heurte évidemment aux politiques ou à la politique en général, c'est-à-dire aux décisions institutionnelles. Voilà, j'ai passé beaucoup de temps à être responsable d'une association qui s'occupe de théâtre et d'éducation, à militer, parce que ce travail, c'est un métier, mais c'est aussi un engagement, la culture, pour les gens qui sont dedans. Et donc, oui, je crois que c'est totalement lié, dialectique, et en même temps, je n'attends pas tout des politiques. Lorsqu'on parle culture aussi, on parle de livres, l'important aussi, c'est la forme. Pourquoi avoir choisi cette forme dans ces livres? Parce que quand je serai ministre de la Culture aussi, c'est un peu provocant, mais ça veut dire qu'il y a des propositions à travers tous ces discours qui sont déclinés à travers tous les livres. Oui, bien sûr, j'ai trouvé cette forme. Voilà, j'ai osé faire ça, décider que j'étais ministre de la Culture, le prochain c'est moi, et que comme, vous savez, pourquoi j'ai fait ça? Je me souviens d'une discussion avec Peter Brook qui m'a dit une fois, pour ne pas faire les choses, il suffit d'une raison. Mais pour les faire, il en faut plusieurs. Donc là, je crois qu'il y en a plusieurs. C'est-à-dire, d'abord, les dernières nominations ont démontré qu'on pouvait nommer n'importe qui ministre de la Culture, donc pourquoi pas moi? Pourquoi pas vous? Je veux dire, tout le monde peut être ministre de la Culture maintenant, il n'y a pas de raison. Ça ne demande aucune formation particulière, voilà, on peut. Donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas moi après tout? D'autre part, le thème, il y a un thème qui est dans l'air depuis très longtemps et qui arrive encore aujourd'hui, qui est le thème de l'éducation. On en parlera sans doute, de l'éducation artistique et culturelle, sur lequel moi j'ai travaillé beaucoup, j'ai écrit des bouquins là-dessus, voilà. Et je me suis dit, finalement, le mec le plus compétent là-dedans, c'est moi, quoi. Donc autant que ce soit moi le ministre, ce sera plus simple. Voilà. Donc ça, c'est des idées un peu amusantes. Et puis je dois à un ami comédien qui s'appelait Philippe Avron, qui est mort il y a 1 an et demi, 2 ans. Maintenant, il avait fait un spectacle qui s'appelait « Je suis un saumon ». Il commençait par comme ça, « Je suis un saumon ». Et puis il partait là-dessus. Et il m'avait raconté qu'au début, il n'osait pas faire ça. Il avait raconté l'histoire d'un petit bibliothécaire qui, la nuit, se mettait à rêver, qui devenait un saumon. Et puis en le travaillant, au bout d'un moment, il a dit « On enlève tout ça ». On dit « Je suis un saumon », on commence comme ça. Et moi, j'ai dit « Bon, c'est pas la peine de faire un truc sur la politique culturelle, tout ça. Moi, je veux dire, je suis ministre. » Voilà, et puis j'y vais. Et puis j'ai fréquenté un peu 1 ou 2 ministres et j'ai bien vu qu'ils n'ont pas le temps de travailler, quoi. Je veux dire, c'est tellement prenant comme métier qu'il vaut mieux avoir réfléchi un peu avant. Donc je me suis dit, je vais écrire tous mes discours à l'avance, je vais faire mon cabinet, je vais faire mes remises de médailles, comme ça tout est prêt. Il n'y a plus qu'à me nommer et puis j'aurai plus qu'à prononcer les textes. Ils sont écrits, donc j'ai pris de l'avance, quoi. Lorsque vous, Olivier Poivre d'Arvor aussi, vous parlez de New Deal pour la culture. Pourquoi c'est New Deal pour la culture qui vous mettez aussi en exergue dans votre livre et dans votre projet aussi de ces livres? Parce que ces livres, c'est aussi un projet pour la culture. Oui, bon, c'est des réflexions, mais disons que oui, c'est la référence à Roosevelt qui nous est commune, mais j'ai vu après que François Hollande il faisait référence aussi beaucoup, et donc je crois que c'est une figure importante qui parcourt comme ça et qui revient de temps en temps. Non, parce que j'anticipais, en octobre, en commençant à travailler sur ce livre, les effets de la crise sur un discours politique sur la culture, déjà qu'il n'est pas évident, déjà qu'il n'intéresse pas forcément non plus tant les Français que cela. Donc, je pense que ce n'est pas un thème, curieusement, et notre référence est évidemment beaucoup 81, et Claude, évidemment, en parlera très bien, parce qu'il a été un acteur essentiel de ce moment magique de l'histoire culturelle française. Mais on est arrivé à une sorte de fin d'histoire, et il n'est pas évident qu'il y ait un grand public pour ceci, il n'est pas évident que les politiques soient prêts à porter ça très, très fortement, comme il l'a fait parfois en France. Et donc, la crise est arrivée extrêmement à point pour justifier la timidité budgétaire, de la sanctuarisation, de la précaution et peu de prise de risque. Et donc, moi, je voulais juste
faire référence à un moment de l'histoire de l'Amérique qui était important, où justement dans une situation de crise, où face à des contraintes économiques majeures, de l'inflation comme l'Amérique n'avait pas connu et un taux de chômage très important, il y avait eu là un moment important de puissance publique qui n'était pas commun. Ce moment-là pour les Américains, et où il y avait eu une commande passée par l'État. Dans le fond, ça nous rappelle un peu les années 80, mais les États-Unis avaient passé commande à des artistes qui n'étaient pas courants, n'étaient pas fréquents. Et il se trouve que c'est un moment magique qui pour nous est important, parce que c'est le moment où c'est un peu basculé, où les influences ont un peu basculé de l'Europe vers les États-Unis, puisque c'était la montée du nazisme en France, et que en Europe, pardon, et que beaucoup d'artistes sont passés de l'autre côté de l'Atlantique et sont allés s'installer aux États-Unis, notamment sur la côte ouest, donnant à Hollywood toute sa splendeur. Voilà la référence au New Deal, c'est investissez dans la culture, que les politiques fassent leurs calculs. Si, dans le fond, on dit toujours, mais ça marche très bien, la culture, les cinémas sont pleins, les musées sont pleins. C'est vrai. Pourquoi ils sont pleins? En partie parce qu'en 1980 et à d'autres moments, enfin, il y a eu un moment important, certains ont pensé qu'il fallait faire des grands travaux, investir dans les musées, faire le Grand Louvre. Et je crois savoir qu'à l'époque, François Mitterrand, son ministre et tous ceux qui l'entouraient devaient se battre auprès de Bercy pour obtenir l'ensemble des crédits nécessaires. Donc cet investissement a mis du temps à être une bonne démonstration économique. De même le cinéma, s'il n'y a pas eu à un moment donné, dans les années 80 toujours, et avec un système plus ancien du CNC, une action publique forte, nous ne serions pas aujourd'hui heureux de nos 220 millions de tickets vendus. Oui, mais en même temps, pourquoi est-il urgent d'agir aujourd'hui sur la culture et au-delà de la culture? Parce que l'éducation aussi, c'est un des éléments qui va faire avancer aussi les choses. Ce dont nous parlons aujourd'hui, de politique culturelle, et de sa manière ici à la FNAC, concerne une partie de la population, mais une partie relativement restreinte. Et surtout, l'échec, car il est quand même très mesuré, de la démocratisation culturelle est un signe qui, malgré la bonne volonté des pouvoirs publics, malgré un travail qui a été fait exceptionnel d'équipement, de décentralisation, d'approche des territoires, fait aujourd'hui que, moi j'en ai l'expérience tous les mois en passant des heures et des heures dans un collège, que vous avez quand même une partie entière du pays qui n'est pas concernée, qui le sera de moins en moins. Il y a de plus en plus de bacheliers en France. En 30 ans, ce nombre de bacheliers, je crois, a cru d'un tiers, malgré ce qu'on imagine de la déscolarisation. Donc en termes de scolarisation, il y a des progrès en France. Par contre, là, plus que jamais, aujourd'hui, malgré toute cette bonne volonté, car elle est là, la culture est devenue un terrain extrêmement inégalitaire. Et de plus en plus, et il le sera de plus en plus. Car, très honnêtement, la culture légitime que nous portons, dont nous sommes, pour certains en tout cas, moi, je parle de moi, mais un peu les représentants, cette culture légitime, qui est largement financée par les pouvoirs publics, par l'impôt, qu'il soit celui des collectivités territoriales ou celui de l'État, finance de la culture pour ceux qui sont cultivés. Effet d'aubaine. Les économistes l'ont mesuré. Il y a un effet d'aubaine. La culture va à la culture. Donc nous sommes dans le cumul. Et pour autant, des franges entières de la population sont privées et le seront de plus en plus et de plus en plus exclues. Voilà. Donc il y a en effet une vraie urgence sociale. Donc la question culturelle, elle excelle la question de la rue de Valois et la question de, à la limite, du rôle du ministre de la Culture. Il en a eu fait, Jean-Gabriel a raison, il a eu très peu de rôle ces dernières années, etc. Elle est une question de politique de la ville, de politique vraiment des vrais grands sujets. Et je pense qu'en fait, il y a une sorte de fatigue du modèle. C'est que, parce qu'en dehors de la politique, il y a des institutions, donc il y a eu des temps. Il y a eu le temps Malraux, mais qui est aussi le temps lié à la libération, à la résistance, à l'éducation populaire. Pardonnez-moi, ça ne s'appelait pas ministère de la Culture. Oui, oui, mais il y avait tout ce jaillissement très spontané, très militant, très engagé,
et qui a donné des très grandes figures, Jean Vilar, Malraux, le Théâtre des Amandiers et tout ça. Vous rendez pas mal hommage aux gens qui étaient proches plutôt du Parti communiste, tout à fait, plus qu'aux socialistes. Tout à fait, beaucoup plus aux communistes qu'aux socialistes. Et il y avait ce mouvement très fort d'éducation populaire, et il y avait un lien, précisément pour faire écho à ce que disait un instant Olivier Poivre d'Arvor, avec l'idée du partage. Je prends toujours l'exemple de Gabriel Monet, par exemple, qui à Annecy faisait Shakespeare ou Brecht dans des stades de manière gratuite. Or, ça, c'est une dimension qui a disparu à partir de 1981. On a finalement, je me demande si nous ne sommes pas en train de payer, puisque nous vivons globalement sur les institutions, et même les ministres de droite gèrent les institutions et le système tel qu'il a été mis en place en 81, nous ne sommes pas en train de voir les limites de ce qui a été mis en place à cette période-là. C'est-à-dire finalement une politique qui finalement est tournée en quelque sorte essentiellement vers les institutions de la culture, vers ceux qui s'en occupent, et qui ont en quelque sorte tourné un peu le dos à l'idée de l'éducation populaire et du partage. Mais en même temps, vous dites dans les livres, je ne sais pas si c'est vous Monsieur Mollard, qui vous avez écrit ça, et la culture, c'est aussi une question de sémantique. Et lorsqu'il y a aussi des oppositions idéologiques tout à fait importantes, lorsqu'il s'agit aussi des cultures. Quelles sont ces oppositions idéologiques aujourd'hui en France concernant la culture? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il y a un consensus général. Le consensus sur la place de la culture, le consensus sur l'exception culturelle. Mais sur les moyens aussi. Mais je pense que la question des moyens est une fausse question. Je trouve que... Les 1% pour vous, ce n'est pas important? Non, je trouve extrêmement triste que le débat sur la culture, et je trouve très pauvre intellectuellement, se limite à la question des moyens. D'abord, d'un strict point de vue pratique. Que dans la dépense culturelle globale, il y a la place du ministère, et puis il y a tout ce que dépensent les collectivités locales, qui est infiniment supérieur. Donc, si le budget du ministère n'est plus à 1%, mais qu'il y a 0,96, et alors que lui-même représente même pas 10% de la dépense culturelle globale, c'est quand même pas ça qui fait la différence. Ouais. S'ajoute à ça le fait que le budget de la culture n'est pas la variable explicative. Quand on nous vante la période glorieuse de la décentralisation théâtrale des années 60, il y avait beaucoup moins d'argent. Oui. Comment se fait-il? Où est passé l'argent? Et contrairement à ce qu'on pense, je ne pense pas qu'il y avait une période d'abondance et puis qu'ensuite on a rogné les crédits, que la RGPP et tout ça. Non, c'est pas du tout ça. Quand je suis arrivé au cabinet de Jacques Toubon en 93, c'est-à-dire succédant à la gauche, nous avons hérité de services qui criaient misère partout. Alors, comment se fait-il qu'il y ait eu à la fois autant de crédits, mais finalement aussi peu de marge de manœuvre? Et ça, c'est une véritable question. Parce que tous les services sont exsangues. Et alors, je crois que les raisons sont précisément qu'il y a eu énormément de grands travaux qui ont fait un effet d'affichage. Mais en gros, c'est le BTP qui a profité des crédits de la culture plus que la culture. Il y a eu énormément de dérives et de gabegies dans la gestion des grands travaux. La Cour des comptes a fait 2 rapports là-dessus avec des dépassements de tous les budgets qui ont pompé et sucé le ministère. Et très souvent, 95% des grands travaux ont été faits à Paris. Les quelques grands travaux en province ont été sacrifiés chaque fois parce qu'il fallait couvrir les excès de crédit, de dépassement sur les budgets des opérations parisiennes. Donc, on croit qu'on a donné plus d'argent, mais en fait, on a créé plus de charges qu'on a ajouté de crédit. Et y compris d'ailleurs dans les frais de fonctionnement d'institutions. Parce que quand on crée des institutions, mais qu'on a des fonctionnaires en surnombre, que l'on a des institutions mal conçues. Moi, je vois, par exemple, j'ai géré le musée du Luxembourg. Pardonnez-moi, c'est à peu près le même petit discours que les politiques libéraux ont sur à peu près l'ensemble de la société, les discours que vous tenez là, sur la culture. Non, un discours libéral, ça serait de dire que l'État ne doit pas intervenir. Je ne dis pas que l'État ne doit pas intervenir. Moi, je suis pour donner plus d'argent à la culture. Mais pour donner plus d'argent à la culture, il ne faut pas augmenter le budget. Il faut rendre à la culture l'argent que le ministère de la Culture prend à la vie artistique. Parce que quand moi, j'ai organisé pendant des expositions du musée du Luxembourg, j'avais en face de moi la RMN. Je cite un exemple dans le livre. Un jour, j'ai eu une réunion pour régler un problème d'une exposition à RMN. J'étais seul face à 17 personnes. Et je connais par cœur les budgets. Je sais comment s'organise l'exposition. Là, moi, je n'ai jamais refusé un tableau parce que son coût d'assurance était trop cher. Je n'ai jamais sacrifié la culture à l'argent.
La RMN, oui, il l'a fait. Parce que la RMN avait tellement de charges qu'une exposition qui, structurellement, devait être bénéficiaire et devait permettre d'attirer plus de public, il y avait moins de tableaux parce que les charges de fonctionnement les empêchaient de développer la culture. Et donc, je pense que ceux qui disent qu'il faut augmenter les crédits et que les institutions sont nécessairement culturelles oublient de dire que les institutions jouent contre la culture parce qu'elles accaparent beaucoup trop de moyens et qu'elles se détournent du bénéfice au public. Mais justement, Claude Mollard, je ne sais pas si vous partagez cette opinion. Je ne pense pas. C'est le principe du livre, c'est-à-dire que nous présentons deux points de vue, pas toujours opposés, mais souvent opposés. En effet, bon, il y a une politique de gauche et une politique de droite culturelle. Il n'y a pas une culture de gauche et une culture de droite. Vous êtes d'accord quand je dis qu'il a une sémantique différente aussi? Ah, bien sûr, oui, c'est évident. Donc je pense, moi, pour ma part, que nous sommes effectivement en période de crise. Pas simplement une crise économique, c'est une crise mentale. Mais vous dites que la crise, c'est une occasion de se rencontrer, oui. de se retrouver dans l'art et dans la culture. Je ne partage pas du tout le pessimisme sur l'intervention de l'État ou sur la gabegie supposée du ministère de la Culture. Ce que Yves Marek oublie, c'est de dire que pendant qu'on faisait le Grand Louvre, on a construit 300 médiathèques et bibliothèques en France. Alors on n'en parle pas parce que ça ne se voit pas. Mais c'est à Bourg-en-Bresse, c'est à la grande médiathèque de Lyon, c'est tout le tissu. Il y a eu un effort d'équipement considérable et d'équipement du territoire en matière culturelle. Donc je pense qu'aujourd'hui en France, nous avons sans doute le meilleur outil de développement culturel qui soit dans un pays. Le problème, c'est qu'on s'en sert mal. Alors, est-ce la cause des ministres? Est-ce la cause des fonctionnaires? Est-ce que c'est la faute de la crise, la faute de la lassitude, etc. Je pense, en fait, qu'il faut changer le regard sur cet outil et sur les finalités. C'est vrai que, et là, moi, je crois qu'il faut revenir à une analyse structurale de la société. Bourdieu nous a bien montré, et il faut faire référence à ce sociologue quand même, on vient de fêter ses 10 ans, a bien montré que les pratiques culturelles des Français ne changeaient pas si on ne portait pas atteinte à l'éducation. Et donc, c'est vraiment le saut qualitatif qu'il faut que nous fassions aujourd'hui. Droite et gauche ont l'air d'accord, mais encore faut-il le faire. On l'a fait en 2000 avec Jacques Lang, ministre de l'Éducation. J'étais à ses côtés. J'ai monté avec lui, avec Catherine Tasca, ministre de la Culture, le plan de 5 ans pour l'éducation artistique et culturelle, qui précisément avait pour objet de déplacer le mur de la démocratisation culturelle. Parce qu'on se rendait compte que la théorie de Malraux, qui consistait à dire j'ouvre les musées, j'ouvre des maisons de la culture, je mets le public en contact direct avec l'œuvre d'art et des miracles vont se passer partout, ce point de vue-là ne produisait pas ses effets, parce que les miracles n'existaient pas s'il n'y avait pas de pédagogue. Et donc il fallait faire rentrer l'artiste dans la classe. Donc la transmission est essentielle. Là, la transmission. Évidemment. Oui. Et donc si on veut déplacer le mur qui limite l'accès, ce que disait Olivier tout à l'heure, l'accès du plus grand nombre aux valeurs de la culture que nous partageons tous, plus ou moins, il faut commencer le plus tôt possible, au-delà des segmentations sociales, des difficultés économiques, des inégalités ethniques, religieuses, sociales, qui fracturent le pays. Et je pense que le pays a plus que jamais besoin justement de communier dans des valeurs communes. Notamment, ça implique donc des actions particulières dans les cités. Je propose en particulier que les directions régionales des affaires culturelles renouvelées soient installées dans les banlieues, là où les problèmes se posent, et non pas dans les chefs-lieux des régions, où les régions sont capables de conduire leur politique aujourd'hui. Donc il faut un grand mouvement de décentralisation. Il faut que le ministère se débarrasse de toute une série de missions qu'il remplissait jusqu'alors. Donc le ministre qui a pris le pouvoir, là, qui a été nommé... Et Jean-Gabriel Carasso, il va être ministre de la Culture. Et donc il va se voir amputé d'une partie de ses pouvoirs, parce que les régions vont devenir 22 entités culturelles dans lesquelles il y aura des ministres de la culture avec lesquels il devra compter. Non, mais au-delà de la plaisanterie, je crois que ça correspond à une exigence absolument nécessaire de rapprocher la culture des citoyens, des élus. Les élus sont aujourd'hui éduqués, ils sont prêts à faire des choses et ils le font déjà. Ils le font déjà. Le président du département du Nord
qui vient d'être élu à la tête de l'exécutif départemental, vient de décider une augmentation de 25% de son budget pour la culture en période de crise, alors que d'autres départements réduisent leur budget. Donc, on se rend bien compte qu'il y a une prise de conscience. Ça, c'est la décentralisation, c'est un axe essentiel. Et puis, l'éducation artistique à l'école, encore et partout, et ce n'est pas simplement de l'histoire de l'art, de la pratique artistique, du cinéma, du théâtre, du chant choral. Il faut motiver les jeunes. On s'était rendu compte en 2000-2002, avec Lang, que quand même dans les 40 000 classes à projets artistiques et culturels que nous avions créées, eh bien, l'ardeur au travail se développait. Il n'y avait pas besoin de renforcer la discipline. Les élèves étaient motivés par le projet culturel. On a vu des changements considérables sur une année parce que simplement, il y avait une pratique culturelle qui les unissait. Et le problème de civilité à l'école, dans les collèges ou dans les écoles primaires qui avaient adopté une charte de développement culturel et de pratique culturelle, ne se posait plus de la même manière. Donc, on voit bien qu'aborder le problème de cette manière, c'est essentiel. C'est pour ça que je propose, pour ma part, de nommer non pas un ministre de la culture, mais un ministre de l'éducation artistique et culturelle.